Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que nous filmons avec Daria Davidova, cantatrice franco-russe. Bonjour Daria. Bonjour Diana. Cette vidéo, nous la filmons au conservatoire Serge Rachmaninov à Paris. Merci beaucoup au conservatoire de nous avoir permis de filmer aujourd'hui cette vidéo. Daria, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous êtes cantatrice franco-russe, mais plus précisément. Oui, avec grand plaisir. Je suis cantatrice, chanteuse d'opéra, chanteuse lyrique. Également, à l'époque, j'ai terminé l'Université des langues étrangères à Moscou. Également avec le conservatoire de Tchaïkovski à Moscou, où j'ai fait les études de chanteuse d'opéra classique. Également, je produis beaucoup de concerts, beaucoup de spectacles, beaucoup de projets musicaux, du théâtre. Je viens souvent, assez souvent en France. Presque moitié de mon temps, je passe ici en faisant beaucoup de projets culturels. Et je peux vous dire que je suis très heureuse de faire tout ce que je fais pour soutenir aussi les relations entre nos deux pays. Ça me fait grand plaisir. Pendant cette visite à Paris, vous êtes ici pendant une semaine et vous avez beaucoup de concerts. Oui, c'est vrai. J'ai les concerts presque chaque soir ou chaque jour, parce que demain, par exemple, je chante à UNESCO à l'occasion de la Journée internationale de la langue russe, organisée par UNESCO et soutenue par tous les départements de UNESCO dans plusieurs pays où la langue russe est assez parlée. Et je suis très heureuse que cet événement va avoir le lieu. Et juste avant, j'ai fait le concert. Hier soir, on a fait le concert au conservatoire de Rachmaninov, juste ici, dans la grande salle. Et c'était notre nouvel format de concert spectacle, concert lecture, si on parle de ça de la façon plus précise. J'ai raconté cette histoire à notre cher public et j'ai chanté les romances par Sergei Rachmaninov. Comme ça, on a réussi, j'espère, de recréer l'ambiance de l'époque quand Sergei Rachmaninov a vécu et faire le voyage ensemble avec les spectateurs dans sa vie intime. Et comme ça, on a eu la chance de comprendre encore plus toutes ces romances, toutes ces émotions qu'il a mis dans chaque pièce composée. Et je pense que le format comme ça, c'est très intéressant pour les gens variés, pour découvrir les deux, la musique, le côté historique, biographique et personnel. Dans notre cas, c'était Sergei Rachmaninov et ses amis proches comme Fyodor Chalepin, qui également avec Sergei Rachmaninov et conservatoire de Serge Rachmaninov à Paris, fête son grand anniversaire, donc 150 ans de Sergei Rachmaninov et Fyodor Chalepin et 100 ans depuis la fondation du conservatoire. Je pense que nos spectateurs, ils se posent la question, comment est née chez vous cette passion pour la musique et le français? Je pense que c'était assez naturel pour moi de commencer mon parcours et mon amour à la France, oui, est né naturellement. J'ai vécu ma vie à Moscou, j'ai fait mes études à l'école et après à les universités à Moscou. Et j'ai eu l'école avec la formation linguistique. J'ai eu l'anglais comme la première langue. Et à l'âge de 10 ans, 9 ans, 10 ans, j'ai commencé la formation de français comme deuxième langue étrangère. Du coup, j'ai terminé l'école avec le français, avec la base, ce qu'on a eu la chance d'obtenir à l'école. Et ensuite, je suis rentrée à l'Université des langues étrangères de Maurice Thorez, fameuse université à Moscou. Linguistique.
Oui, où vous avez fait les études, et je sais aussi. Et c'est avéré qu'avec Daria, nous avons fait les études dans le même établissement. Par contre, j'ai étudié l'anglais et italien, pas de français. Au même moment, je faisais mes études au conservatoire au même moment. J'ai appris au conservatoire beaucoup de choses musicales en français, comme les romances de Claude Debussy, Maurice Ravel, Francis Poulenc et beaucoup plus des autres. Donc, bien sûr, j'ai chanté beaucoup des partitions de Bizet, de Georges Bizet, de Jacques Offenbach, et beaucoup plus. Et comme ça, j'ai toujours eu le français avec moi, de côté de la musique. Et à partir de 25 ans, j'ai commencé d'être assez souvent en France, en chantant à Nice, à Paris, à Cannes. J'ai participé dans beaucoup des événements assez intéressants, assez étonnants parfois, comme par exemple la régate royale avec la participation de Prince Henrik, qui a aussi les origines françaises. Et donc, j'ai recommencé d'être parmi les Français, parmi les gens qui parlent français. Et donc, comme ça, mon français, naturellement, était plus usé par moi au quotidien. Et voilà. Un jour, j'ai découvert que on peut m'appeler facilement l'artiste franco-russe, et ça va être vrai. Et même Figaro, ils ont écrit la plus française des chanteuses russes, sauf erreur de ma part. Oui, ça a eu la place, c'est vrai. Après l'événement assez fort, j'ai chanté la Marseillaise pour l'occasion, assez sérieuse. Et je trouve que oui, que la façon de faire ces projets-là, c'est toujours la bonne chose à, encore une fois, soutenir de belles relations entre la France et la Russie. Et comment avez-vous réussi à percer dans ce milieu de la musique classique, même en France, non seulement en Russie? Mais vous êtes connu à l'international. Je pense que, encore une fois, c'est juste le parcours qui on fait naturellement, et c'est toujours comme ça. Après le projet, on a un autre projet, les gens qui donc on se rencontre dans notre milieu artistique, autour de ça aussi, et on obtient les propositions en festival, des concerts, parfois des occasions privées. Avez-vous remarqué une différence entre le public français et le public russe? Je pense que je marque surtout les choses assez proches, euh, parce que les deux publics sont très très chaleureux et toujours très ouverts et très intéressés par la culture, par l'histoire, par la vie personnelle d'artiste, de la personne. Et ça m'inspire. Par contre, si je vais dire quelle différence je vois, franchement, c'est même dur à dire, parce que cela dépend toujours de la personnalité de chaque personne qui est présente au concert. Moi, j'ai la chance parce que je pense que chaque fois, c'était plutôt les émotions très positives et chaleureuses de côté du public. Donc, je suis aussi très heureuse de cette occasion. Et je pense que le public français réagit toujours très positivement et émotionnellement fort à tout ce qu'on donne sur la scène. En Russie, c'est presque pareil. Ensuite, ce que est vrai, que cela dépend de répertoire. Qu'est-ce qu'on propose? Parce que si on chante, si moi j'interprète les choses plutôt classiques, j'imagine que la réaction peut être plus préservée, plus calme. Mais si on va vers les chansons populaires, les romances, bien sûr que le public réagit à ça à la façon plus douce, plus ouverte, encore plus ouverte. Et quels sont les morceaux de musique que préfèrent par exemple votre public français et votre public russe? Je sais que en France, bien sûr, on adore l'époque, certaines époques russes, et quand on a
eu les grands noms comme, encore une fois, Sergei Rachmaninov, Piotr Tchaïkovski, Rimsky-Korsakov, beaucoup plus des autres, et également les romances anciennes, traditionnelles, et les chansons des Cosaques, des Tziganes. Je rajoute parfois dans mes récitals quelques chansons du peuple, largement moins classiques que le répertoire académique, bien sûr, mais ce répertoire touche beaucoup de gens, et comme moi j'interprète ça à la façon aussi adaptée à ma voix et à la tradition du chant classique. Oui, je suis soprano lyrique, et par contre dans mon répertoire vous pouvez trouver des choses pour mezzo-soprano aussi, pour soprano dramatique parfois, ou pour soprano colorature. Ma voix me permet de faire des choses assez différentes, et j'ai la voix qui est capable de chanter très haut et également aussi assez bas. Donc j'essaie d'utiliser toutes ces capacités et présenter ça à mon public. Et quelle est votre routine et vos astuces pour préserver votre voix? Parce que je m'imagine que c'est compliqué, vous ne pouvez pas tomber malade, avoir mal à la gorge. Oui, c'est toujours le régime sportif, comme je dis, la vie d'une chanteuse, d'un chanteur, ou en fait de quelqu'un qui travaille avec la voix professionnellement, c'est toujours lié à beaucoup de restrictions. Donc ça veut dire qu'on est obligé de suivre toujours sa santé, son régime alimentaire. Je sais que parfois c'est pas très simple, et ça veut dire qu'il faut vraiment consacrer les autres choses pour le bien de la profession, mais c'est la partie de la profession, et je pense que dans chaque profession on a oui, exactement. Donc je suis contente avec ce que j'ai, parce que au moins ça me discipline beaucoup. Vraiment comme les sportifs de haut niveau. Oui, oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez manger de la glace? Oui, mais pas avant le chant. Donc le jour quand je chante, et pendant toute la journée avant d'aller sur la scène, avant d'aller même dans la salle de répétition, je ne mange pas plusieurs produits, je ne mange pas des choses extrêmement chaudes ou extrêmement froides, parce qu'il faut toujours Pas avoir... de café. Café, moi je préfère en fait. On pense que c'est pas génial, mais ensuite cela dépend, et c'est très individuel ces choses-là, comme café, comme chocolat avant la scène, comme quelques produits encore plus. Mais c'est vrai qu'il faut savoir comment fonctionne la voix de chaque individu, et justement de pas faire des bêtises. Parce que la voix, c'est l'instrument très fragile, et ça prend beaucoup de temps après de restaurer la voix si on arrive d'avoir les problèmes. Et combien d'heures par jour pouvez-vous chanter? Sachant que maintenant vous avez beaucoup de concerts, j'imagine que vous ne pouvez pas chanter beaucoup. En fait, c'est assez limité les heures du chant. Normalement, on chante pas plus que 3 heures par jour, et c'est mieux que si c'est pas les 3 heures à la fois, mais c'est un peu séparé. Mais on ne peut pas faire trop de répétitions par jour. Par contre, on peut toujours apprendre les paroles, apprendre le matériel comme ça par cœur, sans toute la puissance de la voix. Donc, mais la voix, on utilise par jour 2h30, 3 heures. Ça, c'est un peu maximum. Après, quand je vais à studio pour enregistrer les albums, les compositions, c'est vrai que parfois on chante encore plus, mais avec les pauses. Donc, on arrive d'avoir, par exemple, 4 heures dans le studio, mais encore une fois, c'est pas les 4 heures oui, d'affilée comme ça. Donc, oui, il faut justement être assez attentif avec la voix dans tous les sens, et comme ça marche, et ça pose pas de problème. Et il faut pas chanter le jour après le vol, parce que c'est très dangereux à cause de la pression atmosphérique, oui, et ça cause les changements pour tout l'organisme. On sait bien que même quand on prend le vol comme ça, nous-mêmes, après on est fatigué, on est déstabilisé un peu. Donc,
Après, le vol, c'est mieux de pas chanter, sauf si c'est la cause vraiment, vraiment, mais extraordinaire et très, très importante. Donc, Et pour prendre ce risque? oui. Parce que je m'imagine que avoir une voix si précieuse et si rare, c'est comme porter sur soi une tasse en porcelaine, quasiment sur sa tête. Et faire attention pour qu'elle tombe pas. Oui, C'est du travail. c'est dit assez élégantement de votre part. C'est vrai que la voix, c'est l'instrument magique et il faut faire son mieux pour la préserver et pour faire son mieux pour garder la voix jusqu'au plus tard possible. Est-ce que vous avez déjà eu, peut-être quand vous étiez enfant, adolescente, les voisins, vos voisins qui ont frappé à votre porte, Daria, vous chantez trop fort, il y a trop de... Quand j'ai passé mes vacances chez ma grand-mère à Sergiev Posad, donc à l'âge de 5-6 ans, quand j'ai passé par des entrées des immeubles pour aller chez ma grand-mère, j'adorais l'acoustique de ce endroit près de la porte de ma grand-mère et j'adorais comment la voix, ça se porte, la voix dans l'acoustique comme ça. Et je chantais les chansons que j'ai apprises à l'époque par ma grand-mère, mon grand-père et les voisins et voisines, les babouchkas russes, ils ont ouvert les portes de ces appartements et ils ont donné à moi beaucoup, beaucoup de fois les petits bonbons, les chocolats pour me dire «Oh Dasha, vous chantez aujourd'hui, quel plaisir!» Donc, et ça me soutenu beaucoup, je pense, à l'époque. Oui, comme ça, le premier public. Oui, les premiers petits, pas fleurs, mais petits honoraires, on peut dire. Vous avez commencé à chanter assez tôt, comme j'ai compris. Dans votre famille, il y a quelqu'un qui chante ou comment vous avez Non, découvert cet univers? en fait, c'est extrêmement bizarre que dans ma famille, malgré tout, il n'y a pas de musiciens professionnels. Par contre, tous les membres de ma famille sont les médecins. Mais mon père joue très 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 bien, à la façon assez, comment on dit, libre, plusieurs instruments. Il joue piano, il joue accordéon, il joue saxophone. Saxophone, il a appris quand il a eu 50 ans. Il a l'oreille absolue et lui m'a en fait, je pense que lui, il a découvert quand j'étais petite que j'ai ce talent musical et il m'a apporté chez le professeur très connu entre les pianistes du monde professionnel. C'était une star, une professeure avec grand renommée. Et elle a dit à mon père, à mes parents, qu'elle est prête à prendre moi pour me donner les cours gratuitement, parce qu'elle trouve que j'ai eu l'oreille absolue, parce que je pouvais aussi répéter toutes les mélodies sans les partitions moi-même, les mélodies et les harmonies aussi, à l'âge de 4-5 ans. Et elle était prête à me prendre comme élève, sauf que à cette époque-là, j'étais obligée de déménager chez ma grand-mère pour un an à Sergiev Posad et je n'ai pas pu commencer de faire mes études chez cette professeure à Moscou. Donc mes parents ont choisi l'autre parcours musical pour moi et j'ai fait mes études du piano à l'école de Frédéric Chopin à Moscou. C'est une très bonne école. Et j'ai commencé à chanter encore plus tard, professionnellement chanter, après beaucoup des cours du chœur, ce que je trouve assez important et bien en fait pour tout le monde, parce que ça développe beaucoup de choses. Et le chœur, encore une fois, m'a donné encore plus d'envie de continuer d'être dans la sphère de la musique professionnelle. Et après, j'ai eu ma première professeure du chant à l'âge de 15 ans. Est-ce que vous avez revu ce professeur renommé qui... Oui, oui. Elle est venue le spectacle à mon diplôme quand j'ai terminé mes études à conservatoire de Tchaïkovski à Moscou. J'ai chanté La Bohème de Giacomo Puccini et elle est venue à cette occasion à grande salle de conservatoire de Tchaïkovski. C'était très touchant ce moment. J'imagine que c'est très émouvant. Oui. Et aussi pour lui de vous voir maintenant grande.
oui, oui. En fait, pour toutes mes professeurs de la musique en école musicale et même dans l'école ordinaire, c'était très. J'imagine que ils ont été très, très, très contents pour moi de me voir sur la scène professionnelle et après de suivre tout ce qui se passe dans ma carrière. Et ça aussi, pour moi, c'est très important et inspirant. Vu votre parcours, vous avez fait beaucoup d'études, ça vous a pris beaucoup de temps. J'imagine que vous n'aviez pas eu de sortie d'adolescent, de petites fêtes. En quel sens? Vous sortiez pas beaucoup quand vous étiez adolescente? Dans le sens que j'ai pas eu du tout la vie En fait, moi non de, plus. Moi, je sortais pas. Moi, j'étudiais. moi aussi. Par contre, je voulais toujours vivre un peu, donc je faisais mon mieux pour voir la vie. En fait, j'ai commencé à voyager assez tôt, d'abord avec mes parents, après parce que j'ai commencé d'avoir des concerts à l'étranger à l'âge de 18 ans, 19 Ah, ans, 20 ans. déjà? Oui, oui, oui. Donc chaque année, j'ai visité plusieurs pays et donc je pense que ça replaçait dans quelque sens euh, ce grand tendance d'adolescence d'aller faire beaucoup de fêtes. J'ai rattrapé ça après. Ça, je suis certaine. Surtout après, vous avez connu un milieu où il y a beaucoup d'événements Oui. pour le faire. C'était plutôt, je l'ai demandé pour nos jeunes spectateurs parce que je sais qu'il y a beaucoup d'adolescents Ah qui oui, regardent aussi cette chaîne. oui, C'est pour leur dire que parfois ça vaut le coup de faire des études avant. Et après, absolument, vous allez vous rattraper un absolument. peu plus tard. Vous avez raison. C'est pour la motivation pour les jeunes qui nous regardent. Ah, c'est sûr. Et je trouve, en fait, plus tôt on commence d'être bonne et bonne dans tout ce qu'on fait professionnellement, plus c'est rassurant après pour se détendre et aller profiter de la vie. Je pense que vous êtes aussi proche de la communauté française Mhm. à Moscou, en Russie. Oui, oui, c'est vrai. Comment ça se passe pour les Français qui vivent à Moscou, qui sont à Moscou? Je pense que on a beaucoup de Français déjà qui aiment la Russie profondément, qui ont déjà passé beaucoup, beaucoup des années en Russie, qui ont déménagé il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans et encore plus, ou qui sont arrivés il y a pas très longtemps, comme il y a 5 ans, 8 ans, et ils aiment bien le cadre, ils aiment bien les gens, son travail probablement, la langue russe et l'ambiance qu'il y en a certainement à Moscou, à Saint-Pétersbourg, dans les autres villes. Moi, je connais beaucoup des histoires assez dingues. Euh, je connais personnellement les gens qui font ces projets et qui travaillent pas que à Moscou, mais parfois même dans les coins, les petites villes russes, et ils font ces business de pâtisserie, de boulangerie, de, de la production locale. Et ils sont très contents, ils sont heureux d'être là. Et voilà. Et ça, c'est aussi quelque chose, en fait, inspirant de voir les gens qui sont contents d'où ils sont. Et ça veut dire que l'ambiance colle bien avec son esprit, avec ses attentes. Mais je pense que la Russie, pour beaucoup des Français, si ne pas dire pour tous les Français, la Russie, c'est le pays très chaleureux et ce que beaucoup de Français se trouvent bien, bien installés, bien vus aussi par des Russes. Donc, je pense que on est assez content de chacun chez nous. Oui, surtout que plusieurs Français, après, quand ils viennent en Russie, ils sont très étonnés de constater que les Russes connaissent bien la musique française, Oui, le cinéma français, oui. les auteurs classiques français qu'on apprend à l'école quand on est petit en Russie. Je pense que on est étonné par chacun, chaque fois, oui, en découvrant ça. Par exemple, le cinéma français, c'est vrai qu'en Russie, presque tout le monde ont vu tous les films avec la participation de Louis de Funès, avec Pierre Richard, avec Gérard Depardieu et beaucoup plus des acteurs français encore plus jeunes de ce jour-là
Oui, donc, et on aime bien, on aime bien. Charles Aznavour, il venait régulièrement chaque année en Russie. Oui. Mireille Mathieu sur la place Rouge. Oui, Patricia Cass. Patricia Cass, la star. Oui, oui, c'est vrai. Et là maintenant, je pense que c'est Zaz aussi qui est très bien apprécié par des Russes. Je pense qu'il est même mieux apprécié par les Russes que par les Français. Oui, j'ai entendu parler de ça aussi. Il y a encore les chœurs de l'Armée Rouge qui interprètent souvent les chansons de Judassin. Oui, oui. Même ils ont fait quelque chose avec le fils, un des fils de Judassin. Oui, 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 c'est vrai. Je connais le monsieur qui organise ça en France, les tournées des chœurs, Alexandrov et les autres. Et il me dit que chaque fois, c'est le grand succès en France. Donc, oui, je sais qu'on a beaucoup de choses euh, qui nous rapprochent encore plus. Merci Daria. Merci à J'ai vous. encore une question qui est un peu épineuse, D'accord. mais je me dis que beaucoup de personnes qui nous regardent peuvent se poser en ce moment cette question. Vous êtes une cantatrice russe. Vous habitez en Russie, à Moscou. Vous êtes venue de Moscou. Oui. Comment êtes-vous accueillie en ce moment en France? Est-ce qu'il n'y a pas de ressenti? Je pense que soit je suis chanceuse, je ne sais pas quoi, mais je suis toujours très bien accueillie en France et je reçois chaque fois les invitations pour revenir et j'ai beaucoup plus de nouvelles occasions de revenir encore et encore plus en France grâce à ces accueils qui sont très chaleureux et bonnes. Donc, je pense que la France, comme j'ai déjà dit, est très ouverte à les artistes qui probablement qu'ils ont quelque chose à dire et qui sont respectueux à la culture française et qui peuvent rajouter son nouvel mot à partager avec le grand public. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, j'habite en France. Je suis russe. J'enseigne le russe. Je ne rencontre aucun problème. Tout le monde est extrêmement gentil avec moi. Je partage Ouais. votre avis entièrement parce que cette question, elle me revient souvent dans les commentaires et sur les réseaux sociaux. Mhm. C'est pour ça que ça m'intéressait de savoir quel était votre avis. Oui, ensuite, je suis très déterminée d'avoir l'ambiance très amicale autour de moi et peut-être c'est aussi grâce à ça, ou c'est la chance aussi, d'avoir toujours les gens très respectueux, qui me soutiennent, qui sont très aimables, qui sont aimables un peu partout. Mais je pense que c'est aussi dans la culture française de toujours prêt à aider, à écouter. Donc je pense que c'est réciproque toujours dans la vie. Et heureusement que vous venez régulièrement en France. Comme ça, dans la description de cette vidéo, je vais laisser des liens vers Instagram de Daria Davidova. Et d'ailleurs, sur Instagram, le nom de famille de Daria, c'est Davidov. Oui. C'est à la française, mais le nom russe, c'est Davidova. C'est ça. Et comme ça, vous pouvez suivre Daria Davidova. Et Daria, elle va publier les annonces de ses prochaines arrivées en France et ses prochains concerts en France. Et j'invite avec grand plaisir nos spectateurs à mes prochains concerts en France. Et j'espère, et je suis même sûre, qu'on va passer des bons moments ensemble en rapprochant encore plus la culture française et la culture russe.